Bonjour à tous, bienvenue dans ce rendez-vous de la communauté WeSuccess. Nous avons la chance aujourd'hui d'avoir parmi nous Magali Rofidal de EdTech Lyon, Malika Amara et Karim Amrouche de Saint-Gobain, ainsi que Jérémy et Anne-Claire de Humans Matter. La grande question du jour sera comment engager un groupe dans l'expérience WeSuccess et plus largement dans une démarche d'intelligence collective. Ce rendez-vous est enregistré et vous arrivez comme spectateur au moment de l'introduction. Cette introduction sera suivie de présentations, de Rex et d'une discussion. Je suis Sébastien Alain, je travaille chez Humans Matter et j'ai notamment participé au design de la plateforme WeSuccess. Alors ce qui m'importait, en complément de vos phrases, de vos définitions là, de l'intelligence collective, c'était d'apporter quelques autres définitions qui se sont égrenées avec les années, à la fois côté sciences de gestion et côté sciences de l'éducation. Donc là, Thierry, tu pourrais me dire aussi, mais est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe à venir donner des définitions alors que chacun a fait émerger quelque chose? Un petit peu, mais on n'est pas à un paradoxe près, donc je vais le faire. Et j'ai surligné, mais c'est mon interprétation toute personnelle, j'ai surligné certains termes au cours des années là, qui me parlaient. Vous voyez ici, donc, émergence culturelle, organisationnelle, due au développement entre les individus de relations de communication. Donc là, on pourra se dire, la communication joue un rôle important, les outils de communication d'autant plus, ça c'était à partir des années 2000. Une autre définition, il va y en avoir une petite série, mais je vous fais une synthèse à la fin, N'ayez pas peur de la quantité de texte, en plus je les lis. Mobilisation optimale des compétences individuelles afin d'effets de synergie concurrent un objectif commun. Donc évidemment, ça va recouper certains des éléments que vous avez pu dire, et c'est très heureux, je trouve. Ici, on a capacité qui génère de la valeur supérieure à ce qui serait obtenu par la simple addition. Je crois que quelqu'un l'a clairement dit. C'était Daniel, et en même temps en disant il ne faut pas que ça soit moins que la contribution justement d'un individu. Ça sera l'échec. On a encore outils pour développer la responsabilité, la créativité, l'adaptabilité d'une organisation et garantir, ça c'est un terme quand même assez fort, garantir la mise en œuvre des décisions en réduisant la résistance au changement et en créant une émulation positive. Cette fois-ci, on bascule dans les sciences de l'éducation. Ici, une définition de Meunier qui est assez... un auteur que j'affectionne, capacité d'utiliser à leur pleine potentialité toutes les ressources de l'entreprise. On a encore, lorsqu'un groupe social peut résoudre un problème, dont dans un cas où un agent isolé en serait incapable. Capacité d'un groupe, acteur cognitif, et là j'ai souligné, et d'agents artificiels, à atteindre dans l'action une performance supérieure. On a tendance à vite parler de l'intelligence collective et de rattacher ça autour d'individus qui vont être présents. Mais aujourd'hui, avec les modalités qu'on connaît, il ne faut pas négliger la possibilité d'une interaction, on va dire, avec de l'intelligence artificielle, des interfaces, etc., évidemment. Ici, on concerne l'ensemble des processus collectifs. Alors, vous verrez pourquoi j'ai souligné aussi processus, qui permettent de construire une réflexion partagée. Okay. Ici, on parle de l'art de maximiser simultanément la liberté créatrice et l'efficacité collaboratrice. Et enfin, dernière, capacité cognitive d'une communauté résultant des interactions multiples entre des membres ou des agents. Qu'est-ce que j'en retiens? Donc ça, de nouveau, interprétation vraiment très personnelle. En fait, plusieurs questions. Entre l'intelligence collective et les compétences que l'on peut espérer, ou connaissances que l'on peut produire, est-ce que l'intelligence collective, en fait, elle se convoque ou est-ce qu'elle se récolte? Est-ce que c'est un outil ou est-ce que c'est un produit? Donc, qui est là en premier, en fait, C'est pour ça que j'ai intitulé ça la poule ou l'œuf. Et si on affiche certains mots-clés que j'ai pu égrener, parfois on parle d'outils, de processus, de mobilisation. Parfois on parle donc d'art, de capacité, de coordination. Et parfois on parle de résultante, émergence. Tiens, on retrouve capacité et on retrouve mobilisation. Sur la capacité, on avait sur le premier sens quelque chose qui est de l'ordre de la capacité actionnée. Et sur le deuxième, c'est plutôt la capacité produite. Et puis pour la mobilisation, le premier sens, c'était mobilisation optimale des compétences à des fins de, c'est-à-dire que c'est vraiment amont, alors que dans une autre définition, celle de Lévy, je vous la donne, une intelligence partout distribuée, sans cesse valorisée, coordonnée en temps réel, qui aboutit à une mobilisation effective des compétences. Donc là, il y a comme un renversement. Quelque chose de l'ordre d'un côté qui serait l'intelligence collective comme une instrumentalisation, un outil, c'est un objet qu'on utilise pour faire quelque chose à certaines fins. Et de l'autre, par contre, une vision pure, ça c'est un terme que j'ai récupéré,
qui serait, mais en fait, c'est pas quelque chose que l'on décrète, c'est quelque chose que l'on peut récolter. Dans certaines définitions, il y a le mot communauté qui est apparu, qui a été utilisé, et puis il y a d'autres définitions encore plus récentes, mais là j'arrête parce que je vais vous asséner avec ça, où on parle de groupe et on parle de communauté. Si bien que c'est assez intéressant parce que le terme de communauté, en fait, il est apparu et puis il s'est largement développé dans le champ de l'apprentissage dans les années 90. Il se trouve que c'est dans les années 90 aussi que le groupe de co-développement professionnel a été décrit par les auteurs. Le terme communauté, je vous dis, avant les années 80, n'existait pas pour décrire les pratiques d'apprentissage. Et là, on commence à le voir s'égrener, donc au-delà de cercles, on n'était pas très loin, cercle de coaching, cercle de leg, cercle de dialogue. On arrive donc sur communauté d'apprentissage dans les années 90, communauté de pratique, communauté de recherche, d'élaboration de connaissances, d'apprentissage centré sur le lieu, ou encore de la connaissance et de pratiques pilotées ou autogérées. Alors pour le coup, le terme s'est vraiment largement répandu. Là où, on le voit dans le titre, le groupe de co-développement professionnel, a priori, ne fait pas appel au terme communauté. Pas de façon explicite dans son titre. Par contre, les auteurs, dès les années 90, ils l'ont utilisé dans les écrits, et on le retrouve là dans le livre qui est sorti il y a 3 semaines, où le terme communauté est également utilisé. Se repose alors pour le codev également la question de la poule ou de l'œuf, en fait, par rapport aux communautés. On a une communauté et on amène certains groupes de cette communauté dans des séances de WeSuccess, ou alors c'est WeSuccess et du co-développement plus largement qui va produire une communauté. Et cette question, elle est redoublée avec même les écrits de Claude Champagne, là, dans son dernier livre, où il parle à la fois de communauté en disant « les participants constituent en co-responsabilité », terme très intéressant, une communauté de pratique et d'apprentissage. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se décrète, on décide qu'on fait communauté, mais il dit aussi que, quelque part, dans les résultats que l'on peut attendre d'une séance de codev, il y a notamment l'identité et le sentiment de communauté. Donc à nouveau, je vous pose la question, mais qu'est-ce qui est là en premier ? Comment on fait tout ça ? Et comme je serais bien incapable d'y répondre tout seul, et que ce n'est pas du tout le but, on va profiter d'une présentation de Jérémy, et particulièrement le pouvoir des communautés, notamment dans les entreprises, plus largement dans les organisations. Merci pour cette belle introduction. Ce que je vous propose, c'est de parler d'entreprises apprenantes, de communautés apprenantes et d'animation de communauté. Déjà, un petit point sur le contexte. Les révolutions que l'on vit, qu'elles soient technologiques, qu'elles soient écologiques, font émerger un besoin d'upskilling, quoi. En ce moment, on voit bien que c'est pas les hard skills le sujet, c'est plutôt les soft skills, et on a grand besoin de progresser, d'évoluer sur ces sujets-là. Donc, au sein des organisations ou des entreprises, l'enjeu de l'apprentissage est un enjeu majeur. Certaines entreprises, d'ailleurs, parlent d'être des learning companies. Et pour elles, c'est un avantage distinctif par rapport à la concurrence. C'est un peu cette idée qu'au-delà de la performance économique, il y a la connaissance partagée, le fait que les collaborateurs grandissent, progressent, et c'est ça qui leur permet de s'adapter dans un monde incertain. Dans les entreprises apprenantes, il y a une étude récente de France Stratégie sur les organisations du travail réellement apprenantes, et elles se définissent selon 3 critères: l'autonomie des collaborateurs, la polyvalence et, ça fait écho à ce qu'on disait juste avant, la résolution de problématiques en équipe. 5 enjeux des organisations apprenantes qui ouvrent un champ intéressant qui, j'espère, va nous inspirer. Donc, il y a déjà l'envie d'apprendre. Ça, c'est fondamental dans une entreprise apprenante avec des collaborateurs. Instiguer cette envie d'apprendre, l'entretenir, la cultiver. Il y a la pensée systémique face aux problèmes complexes. Il y a, on le voit en ce moment beaucoup, tout ce qui tourne autour de la vision partagée. Il y a aussi les modèles mentaux qui sont aujourd'hui, on parle beaucoup de changement de modèles mentaux.
d'ouverture. Et il y a cette capacité à être une équipe apprenante, justement, à être dans la collaboration, le partage. Et donc, Peter Senge, je suppose, je ne l'ai pas encore entendu exactement comment on dit son nom, dit que ces 5 enjeux. Et ces 5 enjeux traversent à la fois le champ individuel, intégratif et collectif. Les communautés apprenantes, c'est intéressant de les observer au sein donc d'une entreprise. Au-delà des programmes de formation, c'est créer les conditions pour autoriser, voire sanctuariser des espaces-temps d'apprentissage entre pairs. C'est des moments, c'est des espaces où, entre pairs, on va pouvoir partager nos expériences et grandir. Et c'est vrai que l'apprentissage est social par nature. Chacun, on le constate, je pense, dans nos vies personnelles et professionnelles. Hein. À la fois, à certains moments, on est apprenant, d'autres, on est formateur. Et c'est magique de pouvoir partager son expérience avec d'autres personnes et d'apprendre des retours d'expérience des uns des autres. Et justement, les communautés apprenantes permettent ça à travers le partage d'expériences entre pairs. Quels sujets peuvent être explorés entre pairs au sein d'une entreprise apprenante? Ce schéma a le mérite d'être assez complet. Les entreprises vont utiliser, justement, on peut le dire, l'intelligence collective sur les enjeux d'expérience client par rapport à des marchés ou à des situations justement en évolution perpétuelle. Ils vont parler aussi, utiliser l'intelligence collective pour traiter de l'évolution des métiers, des compétences du futur, des soft skills. Ça va être aussi, en termes de sujets, justement, les logiques de collaboration et renforcer l'engagement des collaborateurs pour qu'ils s'impliquent individuellement ou qu'ils se mobilisent collectivement. Et développer des équipes performantes grâce à la collaboration et l'intelligence collective. Ça, on va voir un petit peu tous ces sujets-là qui passionnent aujourd'hui les entreprises et qui les incitent à créer et animer des communautés d'apprentissage. Les piliers d'une communauté d'apprentissage. Donc déjà, susciter une culture du partage et de l'entraide en faisant dégager des intérêts individuels, mais aussi, bien sûr, collectifs à participer. Instaurer des moments d'apprentissage, soit ce sont des moments d'apprentissage ensemble sur une thématique, ou ça va être plutôt sur un partage d'expériences en plus petits groupes sur des soft skills. Un pilier d'une communauté d'apprentissage, ça va être des règles de fonctionnement claires qui permettent à chacun d'être libre, mais dans un cadre, et de progresser à son rythme et dans le temps. Le fait justement de laisser le temps au temps, c'est important. Un pilier d'une communauté d'apprentissage, ça va être des rituels réguliers qui permettent donc à cette communauté de se retrouver, d'échanger et dans ces moments-là, de laisser la place aux émotions, aux questionnements. Voilà, tout ça, on aura l'occasion d'y revenir. Le rôle du community manager dans une communauté d'apprentissage est aussi fondamental. C'est important de le poser pour là aussi clarifier les intentions et le cadre. Je vous propose, par exemple, dans ce rôle de community manager, de définir que donc, le community manager accompagne le développement en amenant chaque collaborateur à révéler ses talents, à réfléchir à son projet professionnel et bâtir un plan de développement. Ça peut être aussi d'instaurer justement et d'animer ces moments d'apprentissage réguliers sur une thématique ou sur un partage d'expérience. Et ça peut être de favoriser la connaissance de soi par des outils et des exercices d'introspection. Et ça peut aller jusqu'à proposer des formations ou pour continuer à apprendre, voire même apprendre à apprendre. Alors, ce qui est toujours un petit peu crucial quand on est dans l'animation d'une communauté, c'est une dynamique collective. Et c'est, je crois, l'objectif de chaque community manager que d'avoir une communauté dynamique. Et alors après, une communauté dynamique
En tout cas, de mon point de vue, c'est pas simplement le nombre de personnes ou le nombre de personnes présentes ou voilà. Je vous ai proposé des seuils qui permettent de créer une communauté dynamique. Pour moi, une communauté dynamique, c'est une communauté où on aboutit sur des projets concrets à la fin de nos interactions, ou alors que ces projets concrets sont tout l'objet de nos interactions. Et il y a plusieurs leaders qui incarnent l'intention collective. Ça, pour moi, c'est ça une dynamique collective. Au départ, si on n'a pas la chance d'avoir déjà une communauté, il y a un leader qui propose une attention au collectif, et il a cette lourde charge que de porter cette attention, d'être la première personne à avoir l'idée et de proposer aux autres personnes un cadre d'interaction et des interactions. Et dans ce moment de départ, ce qui est important, c'est l'interconnaissance entre les différentes personnes, les différents membres de cette communauté, pour que justement chacun sache qui est qui fait quoi, qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble, et que plein de choses, d'interconnexion libre puissent fleurir. Donc ça, c'est quand même beaucoup de coordination. C'est un rôle de fixer des rendez-vous, d'écrire quelques documents fondateurs. Ensuite, si la communauté se développe, on arrive à un stade de plus de coopération ponctuelle où la communauté va commencer à s'intéresser à des thématiques générales, des sujets, comme on a vu tout à l'heure, l'expérience client, comment on fait, la formation à distance ou travailler à distance. Voilà, ça, c'est des sujets où plusieurs personnes vont se dire « Tiens, ça t'intéresse, moi aussi ça m'intéresse, si on réfléchissait ensemble ». Là, l'élément clé pour que cette dynamique naisse, c'est qu'il y ait plusieurs leaders qui émergent et qui participent à cette coordination et cette coopération. Enfin, si la communauté arrive sur des projets concrets, avec vraiment plusieurs leaders qui s'emparent de différents projets, là c'est magique, là on a vraiment une communauté dynamique où l'intelligence collective sur des sujets est exploitée concrètement sur des projets que les uns et les autres veulent mettre en place en intelligence collective, avec l'envie d'aboutir à du concret, et il y a une grande part d'organisation. Et c'est là où, de mon point de vue, on arrive à la collaboration dans le temps, parce que le temps de chacun n'est pas simplement mis au pot commun pour le bien commun, mais chacun a envie vraiment de voir aboutir les projets et est prêt à mettre 6 mois, 1 an, 2 ans pour que ça ait lieu. Là-dessus, peut-être, si Rudy est toujours là, puisque j'anime une communauté qui s'appelle Nous sommes vivants, peut-être il peut me faire un retour d'expérience sur la façon dont moi j'anime Nous sommes vivants, voir si effectivement ces stades, on les retrouve dans Nous sommes vivants. Oui, effectivement. Donc, je fais partie du groupe, du collectif Nous sommes vivants, où notre objectif, c'est un peu de justement mettre un peu de vivant dans les pratiques des entreprises pour faciliter justement la transition de leurs activités. Donc, Jérémy anime ce groupe et moi, j'anime un sous-groupe qui est plus sur la partie nouvelles offres. Et effectivement, on a bien les différents stades qui ont été décrits, avec aussi, ça c'est très important, un cadre très clair, des règles claires qui sécurisent un peu tout le monde et donc qui posent les bases de relations un peu apaisées et transparentes dans un premier temps. Et ensuite, on a, et ça je suis content qu'il insiste sur ce point, c'est-à-dire on a quand même pas mal de liberté pour pouvoir proposer des choses et pour pouvoir avancer dans ce cadre. Et ça, c'est très important. Donc, ça favorise la coopération et ça donne justement, en fait, ça favorise aussi cette dynamique et l'engagement de tous dans, la participation active de tous les membres de cette sous-groupe. Donc, pour moi, ça, c'est important. Et ce qu'on va aussi développer, c'est la partie, alors là, c'est pas encore le cas, mais ça va l'être à partir du mois de juin, c'est la partie coopération ponctuelle que tu as décrite, Jérémy, avec les réunions interpirogues, etc., de manière un peu plus formelle. Voilà ce que je peux dire. Donc oui,
J'insiste à nouveau sur les 2 points, c'est-à-dire un cadre clair et la liberté de chacun dans ce cadre pour pouvoir proposer de très bonnes solutions. Voilà. Merci Rudy, c'était pas préparé. Non. Je m'excuse de t'avoir sollicité, mais bon, ça m'a fait plaisir d'entendre ça de ta part. Oui, merci pour le feedback. Et n'hésitez pas à poser des questions. Donc, il y a un petit outil pour faire ça. Le picto ressemble à un triangle carré rond en bas à droite de votre écran dans lequel vous pouvez lâcher des questions ou alors directement les poser à l'oral. Je pense que Jérémy, là, c'est peut-être le bon moment pour les accueillir, à moins que tu voulais rajouter quelque chose. Non, c'est bon. Tu me dis leader qui lance des initiatives, mais qui participe nécessairement. Le leader, tu veux dire qu'il a un rôle il a un rôle double. C'est le leader et leader, mais il participe aussi. Je me demandais si on pouvait être leader sans être dans la communauté. Quelque part, c'est plutôt ça la question, c'est-à-dire lancer des idées, vouloir qu'une communauté existe, mais sans être de l'intérieur. Alors, il y a eu des débats, la façon dont on a fonctionné sur Nous sommes vivants et on l'a re-questionné dernièrement, c'est que les personnes qui sont leaders sont aussi des membres actifs. Ça nous a semblé important de pas simplement avoir des gens qui ont payé leur cotisation et qui font des propositions. On fait l'hypothèse que c'est plus riche si les personnes sont actives et font remonter des solutions ou des idées par rapport à leurs activités concrètes. Mais ça se discute. C'est vrai que là, on l'a rechallengé, on a trouvé que c'était pertinent. Donc, des leaders qui sont dans l'action et le leader qui est lui-même dans l'action. Alors ça, c'est pas facile pour animer un groupe, par contre, d'être à la fois en double casquette, c'est-à-dire je suis leader du groupe et je suis participant et j'anime. Ça, c'est très compliqué. Donc, en général, dans les groupes projets, ce qu'on a, c'est 2 porteurs de projet, un facilitateur, justement pour que le facilitateur soit sur le bien-être du collectif, et les porteurs de projet sont un peu plus attentifs à l'organisation et à la productivité, justement pour pas avoir ces 2 casquettes qui peuvent déstabiliser le groupe. Je sais pas si j'ai répondu à la question, mais... Oui. Ce que j'ai en tête derrière ça pour tout dévoiler, c'est peut-être casser le mythe ou je sais pas si ça peut encore se pratiquer comme ça, mais dans une entreprise, d'avoir quelqu'un qui a la bonne idée, qui dit tiens, ça serait bien d'instaurer une communauté pour faire ci, pour faire ça, mais quelque part qui n'en fait pas partie, qui ne l'intègre pas, qui ne la vit pas, en fait, qui veut l'impulser. Ça veut dire qu'il va la confier, ça veut dire qu'il faut qu'il trouve vraiment les leaders, les porteurs de cette communauté finalement. Je sais pas, je pense qu'il faut être partie prenante. Je parlais avec quelqu'un qui est approche de la retraite et qui a géré une association pendant 40 ans. Sa grosse difficulté, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui parlent et peu de gens qui font. Et donc, c'est important de relier les deux, sinon ça génère énormément de frustration. Donc j'ai envie de dire leader agissant. Leader faiseur, ça me paraît important, mais je veux bien entendre. Derrière ta question. Ah oui, mais est-ce qu'il faut être leader pour faire ça, ou ça peut être un collectif, ou ça peut être des collaborateurs pourquoi est-ce qu'il y a pour moi, il y a une notion de chef. Est-ce que ça ne peut pas être quelqu'un d'autre, on s'en fout? Ou c'est leader d'une communauté, c'est une seule personne? Alors leader pas dans le sens chef, manager, leader dans le sens locomotive, leader, personne qui propose, qui les autres disposent. Voilà, leader dans l'idée de proposer des choses et de commencer à poser des briques pour que les autres aient envie aussi. C'est un peu comme à la plage, quoi. Il y a du sable, tu commences à faire un château de sable, et il y a d'autres personnes qui viennent avec toi et hop, vous allez faire un plus beau château. Mais il y a quelqu'un qui a l'idée au départ et qui lance. Même si finalement, effectivement, faire des châteaux de sable à la plage, ça arrive tous les étés. Il y en a toujours un qui commence. Oui, mais donc ça pourrait être aussi un collectif de 2-3 personnes qui jouent ce rôle de leader. Alors, je me suis posé beaucoup de questions sur les questions de leadership dans une communauté. Marie-Pierre de France Apprenante, on a eu des échanges encore la semaine dernière. C'est important qu'il y ait plusieurs leaders, mais dans mon expérience, je remarque que dans les communautés ou dans les associations, il y a souvent une personne qui a été à l'origine et qui a été déclencheur, et que assez rapidement d'autres personnes l'ont rejointe. Mais j'ai l'impression qu'il y a
mon analyse, c'est que dans toutes les communautés auxquelles j'ai assisté ou que j'ai questionné ou que je suis allé un peu regarder, il y a quand même à chaque fois un leader qui d'ailleurs souvent reste et il a un rôle un peu particulier, étrange dans la communauté. Il reste un petit peu présent. Franck, tu avais levé la main. Oui, mais je voulais partager une expérience justement un petit peu différente, Jérémy. Au sein de Mass Matter, en fait, à un moment donné, on a essayé de faire émerger quelque part un nouveau métier ou un nouveau rôle qui s'appelle le product owner. On avait beaucoup de chefs de projet et on voulait faire un peu évoluer. Et en fait, un certain nombre de personnes se sont retrouvées product owner à devoir apprendre un peu sur le tas par eux-mêmes, voilà. Et donc moi j'ai essayé d'impulser le fait de dire il faudrait qu'il y ait une communauté de product owners qui se constitue. Donc je suis allé voir un certain nombre de ces jeunes product owners pour leur dire croyez pas que ça serait bien que vous partagiez vos etc. quoi. Et en fait il y a 2-3 leaders qui qui se sont emparés du sujet et qui ont fait vivre cette communauté. Et moi je suis pas dedans parce que voilà je suis pas impliqué directement, mais je pense que dans certains cas tu peux effectivement souffler ou impulser le truc. Le tout, c'est que qu'il y ait des gens qui répondent à cette impulsion initiale que tu peux donner. Donc, je crois que c'est possible. Mais tu es directeur général. Oui, mais justement, mais après, je voulais pas être dedans. Mais enfin, je voulais justement pas parasiter et je voulais que voilà. Et après, il y a d'autres fois où sans doute j'ai voulu faire la même chose et où ça n'a pas marché. Hein. Parce que ça suffit pas d'être le DG pour que ça marche. Faut que les gens tout de suite trouvent le truc. Enfin, oui, adhèrent à l'idée et ensuite s'emparent du sujet. Sinon, voilà, il y a un certain nombre de fois on fait des flops. Mais voilà, des fois c'est possible d'initier de l'extérieur. Gwenda, c'était une question que tu posais, mais qui s'adressait à qui? À tous, c'est ça? Différence entre leader et sponsor? Là, j'aurais été sponsor pour prendre ce vocabulaire. Voilà, ouais, à tous ou à Jérémy et Rudy qui font partie aussi de la communauté, là, qui témoignent un petit peu. C'est vrai que sponsor, c'est fondamental dans l'entreprise, d'avoir des sponsors. Des gens qui témoignent de leur expérience, qui t'encouragent, qui libèrent du temps. Donc, et surtout, moi, je remarque que le monde associatif ou le monde des organisations est très différent du monde de l'entreprise. Les associations fonctionnent en communauté d'action ou en communauté d'apprentissage, et on va voir juste après moi le témoignage de Magali. Dans les entreprises, c'est plus difficile à instaurer et vraiment avoir justement des sponsors, c'est fondamental. Oui, juste pour compléter, et puis après, pour avoir connu les deux, en fait, et pour avoir été moi-même sponsor dans mes différents postes, la différence en fait qu'il y a réellement entre les deux, c'est que le sponsor est vraiment là pour sanctionner effectivement, pas pour sanctionner, pour donner les moyens au groupe de fonctionner et puis pour pouvoir sanctionner le résultat final, on va dire ça comme ça. Quand on est dans une situation de la configuration par exemple d'un groupe comme Nous sommes vivants, on est réellement plus tous au même niveau, on va dire, et tous on doit contribuer. Et pour moi, c'est ça la différence essentielle. C'est-à-dire que on amène tous de la capacité, on amène tous des idées, on amène tous du développement, et donc il y a moins besoin d'un sponsor. En fait, c'est vraiment tout le collectif qui va sanctionner le travail et pas une personne qui aura mis en place, enfin favorisé des leviers d'action. Et c'est vraiment très important d'être acting. Moi, j'y crois beaucoup. Voilà. En tant que leader du groupe, voilà, il faut agir et il faut être sur le pont comme tous les autres. Sinon, ça marche pas. C'est mon opinion. Merci Rudy. On va donner la parole à Magali Rofidal de EdTech Lyon, déléguée générale. Et justement, après l'introduction que j'ai faite sur l'entreprise apprenante, les communautés, son retour va être beaucoup plus éclairant, je suppose. Ouf. Alors écoute, je ne sais pas si ce sera plus éclairant. En tout cas, ça sera éclairant de là où j'en parlerai. Ça a fait naître plein de choses, évidemment. Ça a fait résonner pas mal de sujets. Alors EdTech Lyon, très rapidement,
c'est une communauté. C'est une communauté qui compte 69 membres aujourd'hui, qui a 2 ans. T'as pas parlé de la temporalité, Jérémy, mais quand on est une communauté, il y a des temporalités il y a des virages. C'est comme en entreprise, je pense. Il y a de l'enthousiasme à la création. Il y a de l'enthousiasme sur des paliers après de construction. Et tout l'enjeu pour moi, il est que tout ce qui a été fait avec enthousiasme depuis 2 ans perdure. Mais ça, on en reparlera peut-être après, parce que ça, c'est comment est-ce que on alimente et comment on fait, on ancre les énergies d'une communauté. Cette communauté, elle s'est créée d'abord parce que c'était une communauté d'intérêt, dans le sens, alors d'intérêt, je pourrais presque rajouter d'intérêt général, même si c'est pas le statut de l'association. Dans cette association, on retrouve des entreprises, on retrouve des établissements d'enseignement, des centres de formation, quelques chercheurs, des acteurs publics et parapublics. Et c'est d'abord une communauté d'intérêt qui se questionne sur toutes les transformations que l'éducation et que la formation est en train de vivre avec l'appropriation par toutes ces parties prenantes des outils du numérique. Alors, ça peut paraître être un peu en retard de se poser ces questions-là, mais il y a un alignement de planètes qui fait que, même si ça s'est créé avant le Covid, on vit une accélération pour des tas de raisons que je n'évoquerai pas là, parce que ce n'est pas le sujet. Mais en tout cas, cette communauté, elle s'est construite avec beaucoup de questions, et beaucoup de questions sur lesquelles il fallait réfléchir à plusieurs. Et là, on est sur cette question de l'intelligence collective que Sébastien évoquait tout à l'heure. Et de la poule ou de l'œuf, j'apporterai tout de suite ma première réponse. Pour moi, c'est évidemment un processus. Il y a une communauté qui peut générer de l'intelligence collective, qui va renforcer la communauté, etc., etc. Et selon du point de vue où on se place, on peut avoir un tout petit bout d'envie d'intelligence collective qui va pousser une communauté, ou la réciproque. Voilà, ça c'était pour apporter mon éclairage bien modeste sur ce sujet. Et vous remarquerez qu'en l'occurrence, je n'ai pas répondu vraiment à la question. Et alors donc, si j'en reviens à cette communauté apprenante, évidemment, il y avait besoin de comprendre. Enfin, me semble-t-il, alors, je renverrai la balle à quelqu'un qui fait partie de cette communauté de façon active. Prépare tes réponses, Franck. Mais je crois qu'il y a un enjeu important de comprendre, de comprendre de quoi on parle. Et assez rapidement, cette communauté, elle s'est construite en tant que communauté apprenante parce que chacun détient un petit bout de compréhension de ce qui se joue dans sa cour ou dans son environnement, soit parce qu'il est producteur de solutions numériques et qui voit ce que ça peut produire comme potentiel, soit parce qu'il est acteur de l'éducation et de la formation et qui voit comment ça peut venir transformer ses pratiques. Mais personne aujourd'hui, individuellement, ne peut dire évidemment, moi je sais comment l'éducation va se transformer, moi je sais comment la formation va se transformer. Chacun peut dire comment il a envie que ça se passe, mais la capacité à faire, elle ne peut se faire que dans ce collectif-là, sur un socle qui est j'ai besoin d'apprendre des autres et j'ai des choses à apprendre aux autres pour qu'ensemble, on ait un écosystème qui puisse s'accélérer. Donc voilà, première brique, c'est besoin de comprendre. C'est aussi la deuxième brique, avoir un partage de vision. Et ça, c'est effectivement comment chacun peut investir sa compréhension des sujets pour la porter un peu plus loin en s'appuyant sur les autres. Et là, évidemment, l'intelligence collective joue son rôle. Et puis, il y a aussi un effet de solidarité. Et ça me semble important dans une communauté parce que tout le monde est dans le même bateau. C'est-à-dire que il y a les innovateurs qui ont 1001 solutions à proposer pour transformer les choses, mais qui n'a pas encore réussi à trouver une façon de la distribuer de façon pérenne. Et puis, il y a ceux qui sont en train de s'asphyxier dans leur pratique et qui n'ont pas encore trouvé comment introduire ces solutions dans leur pratique, soit pour des raisons économiques, soit pour des raisons
systémique, enfin qu'importe. Et en fait, tout le monde est dans le même bateau. On est monté dans ce bateau-là avant le Covid. Le Covid nous a mis en pleine mer au milieu d'une tempête. Et là, d'un seul coup, on se dit, mais il y a vraiment urgence à ce qu'on atteigne le port, quoi, parce que il faut se dépêcher à faire changer les choses. Et ce qui me semble moins intéressant du point de vue de l'animatrice de communauté que je suis, c'est que ça engage beaucoup d'affect. Et que ça, c'est un moteur important de solidarité dans une communauté. Donc voilà, donc pour moi, cette communauté d'intérêt, elle s'est tout de suite construite autour d'une communauté apprenante. Alors, j'allais dire heureusement, parce qu'on parle bien là des enjeux de l'éducation et de la formation, donc tout le monde est en prise avec ces questions d'apprendre à apprendre, d'apprendre tout au long de la vie, de soutenir la transfert de connaissances, d'apprentissage, de compétences. Mais c'est aussi parce qu'il y avait cette pleine conscience qu'il était important de travailler en collectif sur ces sujets-là. Et ça a été fondateur aussi des valeurs qui ont été posées au début à la création de cette communauté, qui sont, elles sont au nombre de 3. Il y a une valeur d'engagement. Quand on rentre dans cette communauté, on sait qu'on va s'engager à donner du temps, s'engager à donner de l'expertise, de la connaissance, parce que on va aussi en échange se nourrir de l'engagement des autres. La deuxième valeur, elle est tout aussi fondamentale, elle est de dire ok, il faut qu'on grandisse ensemble en fait. C'est pas parce qu'on va pousser des entreprises ou pousser des établissements d'enseignement qu'on va réussir à faire changer tout ça. Il faut qu'on grandisse tous ensemble. Il y a une troisième valeur qui est un peu moins, peut-être un peu moins au centre des échanges aujourd'hui, qui est la partie Tech for Good, qui est de dire en fait toute la technologie, toutes les innovations, elles doivent pouvoir s'inscrire dans un bénéfice du plus grand nombre. Et donc voilà, donc ça c'est sur la construction peut-être de cette communauté apprenante en parallèle et en complément de ce que présentait Jérémy, avec des rituels qui ont été proposés au début, qui étaient des rituels de partage de ces connaissances-là. Et ces fameuses matinales qui sont pour nous un rituel très fort, qui est vraiment dans l'ADN de cette communauté, qui sont proposés, qui sont des sujets ou des expertises qui sont proposées par un membre de la communauté au bénéfice de l'ensemble des membres de la communauté. Et on avait prévu de faire ces rendez-vous rituels une fois tous les 2 mois, et il y a eu un emballement très fort, puisqu'on est passé à une tous les 15 jours. Et le deuxième pilier de rituel que l'on avait prévu de mettre en place, c'est justement du co-développement. Aujourd'hui, les matinales ont pris tellement de place que je n'arrive pas à trouver dans l'agenda une façon d'engager ce deuxième pied, mais il est bel et bien prévu. Et effectivement, c'est extrêmement complémentaire, à la fois d'avoir quelque chose qui est du don de soi dans ces rituels de matinale où on partage son expertise, et après du don de soi aussi en termes de production, de résolution des problématiques des autres. Qu'est-ce que je peux vous raconter d'autre ? Je pense que j'ai fait le tour de ce que j'avais prévu. Il y a quelques questions qui ont pointé. Yes, ça va me permettre de faire remonter les sujets que vous voulez rajouter. Oui, alors si tu l'as tout de suite, tu peux enchaîner, mais sinon, moi par exemple, j'avais cette question, comment on rencontre l'intérêt ? Parce que quelque part, tu dis, cette communauté, elle s'est bâtie sur un intérêt commun qui s'est dessiné, mais c'est un effet du hasard. Comment tu as senti la chose ? Pourquoi tu as déclenché la construction de cette communauté en fait ? Alors, en toute honnêteté, je ne suis qu'une brique. C'est pas moi qui ai décidé de créer Tech Lyon. C'est un collectif d'entreprises et suite à mon histoire précédente, ils sont venus me solliciter pour dire est-ce que tu veux bien nous aider à réfléchir au projet. Je rejoins là-dessus la question des leaders, c'est-à-dire qu'il y a eu un engagement fort de 5 entrepreneurs qui ont dit ok, on a tous les 5 la même vision des enjeux partagés, on est tous les 5 des entreprises, mais en fait c'est pas entre nous qu'on trouvera des réponses. On trouvera des réponses en ayant un engagement plus large. Et on va aller vérifier auprès d'un certain nombre d'acteurs
universités en particulier. Ils ont été les premiers acteurs terrain à monter dans le bateau, mais assez rapidement, d'autres acteurs ont rejoint. Mais voilà, il y a eu un effet de construction au départ avec un schéma assez classique de création d'association avec une assemblée générale constitutive qui a été l'occasion de présenter le projet et de proposer tout de suite de monter dans le bateau à ceux qui étaient intéressés. Bateau qui nous a effectivement, comme je le disais, je garde mon image, amené tous dans une tempête, mais oui, c'est un projet collectif et qui aujourd'hui, enfin qui a gagné beaucoup de temps à sa construction, je pense, parce qu'il y avait une énergie collective dès le départ. Je vois une autre question de Daniel. Alors, je ne sais pas si ça sera tout à fait, Daniel, si tu veux prendre la parole, ça sera tout à fait le contexte d'EdTech, mais je crois que cette question, elle s'adressait aussi à Jérémy pour ce qu'il a raconté. Non. Absolument. Et donc, on peut parler de cette question maintenant ou plus tard, comme... Vas-y. Ok, donc il y avait une slide où il y avait 5 éléments et le premier, le plus à gauche, c'était le désir d'apprendre. Et je suis bien d'accord que sans ça, ça va être vachement dur. Et parmi les centaines de personnes avec qui je bosse, il y en a qui ont ce désir et il y en a beaucoup qui ne l'ont pas. Et, ou du moins visiblement pas. C'est-à-dire que peut-être qu'ils l'ont, mais ça ne se voit pas dans les faits. Et donc, comment les inciter, comment leur faire comprendre que c'est pour leur bien personnel et c'est pour le bien de l'entreprise qu'ils doivent apprendre. Et c'est eux qui choisissent ce qu'ils apprennent. Il y a plein d'options et même, enfin, je veux dire, c'est pas une question à choix multiple. Il y a des suggestions et ils choisissent ce qu'ils veulent parmi les suggestions ou hors des suggestions. Mais ils doivent apprendre quelque chose. Lorsqu'on est confronté à l'impératif du changement, et la nécessité d'apprendre, c'est vrai que c'est pas des choses faciles. C'est pas des choses faciles à tous les âges. Quelqu'un de 25 ans va se sentir écrasé par quelqu'un avec plus d'expérience. Quelqu'un qui a de l'expérience va justement faire valoir son expérience. Donc c'est pas facile. Par contre, moi je jouais plutôt sur la culture du partage et de l'entraide. Je me souviens, il y a un an, quand j'avais eu cette idée de lancer Nous sommes vivants, j'avais parlé avec quelqu'un qui avait œuvré au sein de la CCI des Hauts-de-France à un programme d'accompagnement de la transformation digitale. Et j'avais adoré ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit, on a commencé à 5, on a fait des apéros, les gens ont fait connaissance, ils se sont sentis dans un espace convivial, de respect, en fait, on a grandi comme ça au fil d'événements qui ont permis aux gens de se rencontrer et de tisser des liens entre eux et de partager. Et je crois que ça, c'est l'élément. Enfin, c'est comme ça qu'on arrive à créer cette dynamique, cette envie d'aller plus loin et d'apprendre. Mais le point de départ n'est pas tu ne sais pas, tu dois apprendre. Le point de départ, c'est fantastique quand tu rencontres des gens, ça t'ouvre des champs que tu ne connaissais pas et que tu auras envie d'explorer. Je ne sais pas ce que veut dire là-dessus Magali, mais je te repasse la balle. Ouais, je pense que moi je trouve qu'un des moteurs importants pour stimuler l'envie d'apprendre, c'est de stimuler l'envie de partage de ce que l'on sait soi. C'est-à-dire qu'il y a c'est pour ça que je posais ma définition sur la partie intelligence collective, c'est que je pense que c'est important de prendre conscience qu'on peut apprendre des autres, mais pour prendre conscience qu'on peut apprendre des autres, il faut aussi être valorisé dans le fait que l'on a des choses à partager et à apprendre aux autres. Et que c'est pour moi un cercle assez vertueux. Et dans mon rôle, moi, d'animation de communauté, plutôt que d'essayer de donner envie aux autres d'apprendre ou de découvrir, je sais pas moi, notre prochaine matinale qui est sur la pédagogie nouvelle qui a lieu mercredi, plutôt que de dire venez vous intéresser à la pédagogie nouvelle, c'est plutôt d'aller chercher des personnes et dire regarde toute la richesse que tu as à partager aux autres. Et en fait, le fait d'apprendre ou de transmettre des connaissances ou sa vision d'un certain nombre de sujets engage aussi dans l'envie de suivre ce que les autres vont partager ensuite.
Et voilà. Et cette prise de conscience-là, elle est importante. Enfin, en tout cas, moi, dans ma façon de travailler, ça fait partie des choses sur lesquelles je suis attentive, d'aider chacun à prendre conscience, surtout pour ceux qui sont... Alors, ce n'est pas les plus jeunes chez nous, c'est plutôt les plus petites structures qui n'ont pas encore fait leur preuve qu'elles avaient un avis qui comptait. Mais voilà, en tout cas, pour les plus petits ou les plus modestes, tout le monde a des choses, tout le monde a un bout d'expertise à partager avec les autres. Et c'est ce qui les amène aussi à être plus engagés ensuite pour apprendre sur d'autres sujets. Et je me souviens que au-delà du partage, moi j'avais tout de suite aussi beaucoup travaillé sur l'entraide et j'ai d'ailleurs lâché cet aspect-là et je devrais et comme tu dis très justement, j'avais un fichier où je mettais je cherche, je propose, nous pourrions faire ça ensemble. Et c'est logique effectivement, chacun apporte quelque chose à l'autre. C'est vrai que c'est important et des choses comme le digital. On a l'impression qu'il faut désapprendre pour apprendre, et non, en fait, c'est pas obligatoire. On peut apprendre les uns des autres et grandir. On n'a pas besoin de. Donc voilà, cette idée de progresser ensemble et de s'entraider, je pense qu'elle est effectivement elle est assez fondamentale. Je trouve le point vraiment précieux d'aller chercher les personnes, valoriser ce qu'elles savent avant de leur dire qu'il y a d'autres choses à apprendre. Je trouve ça vraiment extrêmement précieux. Mais alors ça me fait dire, Magali, que le teaser que l'on avait fabriqué pour WeSuccess serait complètement à revoir. Donc, ce que je vais vous proposer là, et j'arrête pas la discussion, elle va se prolonger dans les étapes d'après, mais je vous propose de regarder ce teaser à la lumière de ce qui vient d'être dit sur l'orientation qu'on pensait avoir trouvée et qui semblait être intéressante. Là, il manque une dimension en fait. Il manque la dimension, vous avez des choses à apporter. Donc on va regarder ça dure 1 minute. Ensuite, je vous propose l'autre témoignage, l'autre Rex, et ensuite de poursuivre la discussion pour atterrir plus spécifiquement, là justement, sur cette idée on veut former des groupes. Comment on les forme? Et alors là, c'est déjà une clé, c'est-à-dire valoriser, aller chercher, et vous verrez que le témoignage de Malika est un peu dans ce sens-là aussi. Alors, j'affiche le petit teaser. Certains le connaissent pas, d'autres le connaissent déjà, mais on peut le regarder avec ces yeux-là. Group, a project group, or a promo, but opportunities to exchange ideas are too rare or not effective enough. Many of us make these same statements. But what if the people who could help you weren't so far away? What if, thanks to them, you could enrich yourself or even solve difficulties? Today, we can decide to share problems, see things in a new light, find solutions to learn. Because yes, we always learn alone, but never without others. If help doesn't come from your neighbor, digital technology is now widening our horizons. Our individual problems are often common. The solutions can support both individual and collective performance. Exchanging within a community of practice means relying on a solid and always available network. For all these reasons, to solve any problems, to share failures as well as successes, join WeSuccess. WeSuccess facilitates the experiences sharing, the facilitation of workshops or co-development groups, the problem solving, and the action plans creation. Come with your problems and ideas. The power of the process and the strength of collective intelligence will operate in record time. You will gain in personal learning, fluidity, and collective performance. Welcome to WeSuccess. Welcome to your community. Bon, c'était le petit moment promotion de l'outil, bien sûr. Et alors, on insiste 2 fois, 3 fois sur « venez partager ». Néanmoins, je pense que c'est pas aussi clair et limpide que la manière dont on appuie l'idée de venir apprendre. Et je pense que les 2 parties pourraient un peu plus s'équilibrer dans ce petit spot. C'est-à-dire, venez rejoindre cette communauté non seulement pour craquer des problèmes, mais en fait pour apporter toutes vos compétences, toutes vos connaissances. Et merci pour ça. Alors, j'enchaîne avec, vous allez voir une autre vidéo, puisque Malika n'est pas parmi nous. Et par contre, elle a pris le temps, et je le remercie encore à travers Karim, d'avoir enregistré une petite vidéo sur justement son retour d'expérience, enfin leur retour d'expérience, puisque ça inclut Karim également,
de la plateforme et justement de ce que ça permet de faire au sein de la communauté. J'en dis pas plus, et par contre, vous pouvez là aussi partager vos questions. Je pense que Karim là rentrera dans la discussion pour nous apporter aussi des éclairages au-delà de ce que pourra raconter la vidéo. On est une petite équipe centrale autour de l'expérience client. Et dans notre travail, en fait, s'articule essentiellement autour de l'animation et l'accompagnement des différents business units de Saint-Gobain et dans notre cas plus particulièrement de la communauté expérience client de Saint-Gobain. Communauté mondiale et donc avec plein de personnes qui se rencontrent quelques fois par an, physiquement ou virtuellement maintenant, mais des communautés qui sont très larges et sur lesquelles on aborde des sujets, mais on n'a pas forcément le temps d'aller en profondeur sur leurs problématiques individuelles. On a évidemment des projets plus individuels, mais certains sujets ne sont pas des projets, et donc la question c'est comment les traiter de manière assez rapide et efficace en fait, et en même temps en les faisant connaître, leur faisant connaître d'autres personnes de la communauté qui peuvent les aider. Dans notre communauté, on est facilement à un peu plus de 250 personnes. Nous, aujourd'hui, on anime ces communautés, ou alors notre métier tous les jours, c'est d'accompagner des pays sur des projets spécifiques. Mais il nous manquait peut-être cette chose-là, en fait, qui était de mettre en lien plus de personnes sur des petits comités. Dans notre équipe, on est 5, donc on a aussi plein d'échanges différents avec des personnes différentes, donc on entend parler de choses. Et puis quand on capte des sujets qui ne sont pas des projets, on les note et puis on promet quelquefois, souvent en tout cas, à la personne à qui l'on parle d'aller chercher de l'information et de revenir vers elle. Et donc c'est comme ça qu'on identifie potentiellement des vraies problématiques. Et auquel cas, du coup, on les identifie pour faire des sessions. Ça, c'est la première option, je pense, qui arrive peut-être le plus souvent. Et puis, la deuxième, c'est des personnes qui ont entendu parler de ce que l'on faisait, puisqu'on a commencé à en parler à notre communauté, des animations de co-développement, et qui nous disent « moi, j'aimerais bien participer, j'ai une problématique ». On n'a pas encore, on va dire, une liste de 10 sujets qui nous attend. Dès qu'on en identifie un, on avance dessus. Et puis, dès qu'on a terminé avec un sujet, hop, on va un peu plus regarder quels sont les autres sujets qui pourraient rentrer dans une session. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a pas encore cette priorisation parce qu'il n'y a pas encore ce volume qui attend derrière. Les sujets intéressent beaucoup de personnes. Mais pour moi, il y a une différence entre le sujet m'intéresse et je souhaite vraiment contribuer. On a en effet cet entretien préalable avec le client, donc pour pouvoir bien décortiquer la problématique, comprendre un petit peu les attentes surtout. Et dans notre groupe, du coup, on va les identifier. Alors, d'abord dans notre communauté de préférence, puisque l'idée, c'est quand même de les faire se connaître. Donc, d'abord, on va aller chercher des personnes à qui le sujet parle. Et ensuite, dans nos échanges, on va aller chercher des personnes qui souhaitent forcément faire une session de co-développement. Après, le sujet plus affiné, ils le découvrent peut-être un peu plus tard, mais déjà comprendre le gros domaine, on va dire, le gros sujet, et puis avoir envie de participer. Voilà, ce sont, je pense, les 2 critères pour nous. Donc, j'insiste vraiment sur le fait qu'il n'y a pas de préparation, le fait que ça dure 2 heures, et puis le fait qu'on soit en petit comité. Donc ça, c'est pour moi des arguments, j'ai envie de dire, un peu vendeurs, parce qu'on n'a pas forcément envie que ce soit flou, et puis on sait que les gens ont des agendas quand même assez pleins. Donc voilà, j'essaie d'être assez brève et puis leur demander tout simplement si on les compte parmi nous ou pas. Donc voilà, c'est des mails assez personnels. Disons peut-être qu'à l'avenir, on le fera via notre communauté. On a une communauté en ligne, donc peut-être que ce sera un bon moyen de poster le sujet. À l'issue de la session, évidemment, on se remercie plutôt dans les mails parce que j'aime aussi faire en sorte que tout le monde me confirme bien qu'il ou elle a bien reçu le rapport. On s'engage aussi en fin de session à se dire que 3 à 4 mois après,
on rééchange en petits groupes pour savoir où ça en est. Donc là, on a fait notre premier échange. J'avais une session en décembre. Donc là, on a eu nos premiers échanges en avril, où il nous a dit que c'était super. Il a mis en application certains des points que ses collègues avaient soulevés. Donc voilà, il nous remercie, etc. Donc ça, pour moi, ça vient quand même boucler la boucle de la session. Pour moi, c'est une grosse boîte à idées là qui existe sur plein de sujets. Et elle est très bien au niveau des personnes qui ont fait la séance, mais je pense qu'il y a plein d'autres personnes qui pourraient bénéficier aussi de tout ça. On a une grande animation de la communauté en fin d'année. Et donc, cette animation, elle dure une journée ou 2 journées, ça dépend des formats. Et en fait, on aborde plein de choses. Et donc, j'en parlais la dernière fois, de se dire, bon, est-ce qu'on prend pas les key learnings en fait de chaque sujet que l'on afficherait, que l'on repartage un petit peu avec tout le monde. Ça, c'est en cours de réflexion. Parce que je pense qu'il faut quand même que ça se travaille bien. Faut qu'il y ait un sens qui ne soit pas que juste donner de l'info, parce que je pense que si les gens ont accès tout simplement à la réponse et qu'il n'y a pas d'après, est-ce que ça leur donne envie de participer à des sessions après? Ou est-ce qu'ils se disent simplement, bon bah, de toute façon les réponses vont venir à moi, donc autant que j'attende et que je prenne pas forcément le temps. Enfin voilà, je pense qu'il faut toujours être dans cette démarche d'apporter un contexte et de se dire, bon, qu'est-ce qu'on en veut, c'est quoi la finalité, au-delà de partager évidemment les succès et les bonnes réponses, mais faut que cette communauté de co-construction, elle continue quand même. Donc je pense que c'est un peu cet angle qu'il faut qu'on travaille. Voilà, je pense qu'il y a une challenge à mon avis à réfléchir autour de ça. Grâce à ces plateformes, ça nous permet surtout d'avoir des communautés qui ont un sens différent. Enfin, il y a le sens d'appartenance à une grosse communauté, mais il y a le sens d'appartenance à un petit réseau où on est quand même plus à l'aise. 250 personnes, c'est quand même pas la même chose. Je l'ai fait par exemple pour une personne qui rejoignait le groupe il n'y a pas longtemps, nouvellement appointée au poste de responsable service client, avec plein de problématiques. Donc on en a sélectionné une qui était la plus urgente pour lui. Et ça lui a permis, d'avancer dans sa problématique et surtout de connaître un peu des personnes avec qui il pourrait échanger demain, là où aujourd'hui il arrive dans son organisation, il est tout seul, avec évidemment ses collègues dans son organisation, dans son pays. Je pense que c'est quand même aussi important en tout cas moi je trouve que c'est important quand des personnes rejoignent le groupe, d'autant plus les faire participer à ce type de session. C'est des personnes qui vont rester en contact derrière, qui parlent le même langage aussi. Donc je pense que c'est plus fort encore que l'animation de la grosse communauté en fait. Aujourd'hui, c'est bien scindé, la formule marche bien. Hein. Je sens bien qu'il y a une première partie sur la problématique, une deuxième partie sur les actions. Est-ce qu'il y a d'autres formules, je pense, au sein de ces 2 heures qui peuvent nous permettre d'aller encore plus loin ? Je pense que ça, c'est intéressant, mais le fait que ce soit virtuel, à distance, ça matche très, très bien. Donc, il faudra forcément qu'on se pose la question de comment on peut exploiter davantage des outils comme cela. Il y a certains sujets qui existent aujourd'hui, mais on sait que dans peut-être 4, 5, 6, 7 mois, ils vont être un peu différents. Et est-ce qu'on doit aussi se projeter après, ou est-ce qu'on s'en tient à résoudre ce qui arrive aujourd'hui ? Franchement, une très bonne expérience avec un outil qui facilite quand même beaucoup le travail de l'animateur, hein, franchement, et même le travail des personnes qui sont en face. Et j'aime particulièrement le fait que l'on puisse avoir ce rapport à la fin. Parce que toutes les plateformes ne le font pas, tu vois. Il y a des personnes, je pense, qui m'ont dit la dernière fois que je l'ai présenté, mais est-ce qu'on pourrait le faire sur Teams ou Zoom, hein, c'est pareil. J'aurais dit, ah non, c'est pas du tout ça. C'est pas moi qui porte la méthode au final. C'est moi, je la facilite, mais c'est l'outil qui la porte. Et c'est bien de se parler via des rendez-vous, mais la construction de solutions, elle se fait vraiment grâce à l'outil. Ce dernier segment était le deuxième passage promotionnel non poussé et qui forcément faisait énormément de plaisir à écouter.
Ça souligne, Franck, ce que tu mettais dans le chat, la puissance de ce relevé de séance. Beaucoup de choses, hein, c'est dense, 10 minutes, et en plus c'est monté, alors ça donne une densité aux propos assez importante. Je serais curieux d'entendre Arnaud, bien sûr Karim, revenir sur le sujet, mais Arnaud aussi, qui est dans des problématiques de déploiement chez d'autres clients, où se pose ce sujet de comment on s'y prend. Et là, on a vu que chez Saint-Gobain, il y avait déjà peut-être quelque chose de l'ordre de l'opportunisme, c'est-à-dire il y a un sujet, on arrive à détecter, petite équipe, on arrive à sentir certaines thématiques, et après une organisation finalement extrêmement personnelle, des prises de contact ultra individualisées, monter des groupes sur mesure pour aller adresser quelque chose de très spécifique. Donc ça, c'est assurément une énergie assez importante, hein. C'était l'option 1, et Malika précisait l'option 2. À terme, peut-être qui peut s'amplifier, c'est que la chose se fait un peu par elle-même. Mais il y a cet amorçage, hein, qui semble intéressant. Karim, je ne sais pas si tu veux développer. Donc, on est chez Saint-Gobain, on est dans l'équipe centrale avec Malika, où on est basé à Paris dans une entité centrale où on coordonne l'activité on essaye de donner de la vie à quelque chose qui est neuf. L'expérience client, c'est un sujet qui quand même date pas très longtemps, de bien longtemps, surtout dans une grosse multinationale industrielle comme Saint-Gobain. Donc là, c'est vrai que nous, on essaye de créer ce sentiment d'appartenance pour des gens qui sont éparpillés dans 250 business units à travers le monde. Et comme disait Malika, c'est pas facile de réunir tout le monde et de faire échanger les gens, et le sentiment d'appartenance à travers cette solution nous a permis de créer des liens dans une période où les gens se parlaient plus trop parce que plus personne voyageait, plus personne se voyait. Et on a réussi à mettre en avant le fait que des personnes qui ont un niveau de maturité différent puissent contribuer à aider des gens qui sont avec des problématiques qui sont beaucoup plus embryonnaires, on va dire, et qui vont du coup leur permettre d'avancer plus vite. Et ce qu'on disait en introduction de notre journée, c'est d'arriver à une solution ou à des solutions qui n'auraient pas forcément, qui ne seraient pas venus à leur esprit s'ils étaient restés dans leur bulle, dans leur coin. Donc c'est vrai que ça permet d'ouvrir un peu au monde. Arnaud, est-ce que toi, tu veux exposer un peu ton sujet ou la manière dont ça se passe? Parce qu'on disait en introduction, voilà, on est là aussi pour échanger ce qui peut être de l'ordre de la difficulté, de la complexité à mettre en place, du désir de communauté, du désir d'intelligence collective, mais dans la réalité, l'énergie que ça demande à impulser. Magali disait, c'est pas un parcours tranquille, il y a des moments de tempête, enfin voilà. Et toi, t'en es où dans... Absolument, oui, merci Sébastien. Effectivement, moi je suis un peu dans cette position en tant que participant à cette rencontre. Je viens un peu chercher des solutions parce que moi j'essaye de pousser chez un client cette approche du co-développement via WeSuccess et je rencontre pas mal de difficultés, et ce depuis pas mal de temps, et on a du mal collectivement à comprendre pourquoi. Et donc, je voudrais vraiment remercier Malika, même si elle n'est pas en direct, parce que j'ai quand même pu piocher quelques pistes dans ce qu'elle nous présentait de Saint-Gobain. Moi, je pense, ma situation elle est la suivante, c'est qu'on s'adresse à une communauté de managers qui est énorme, qui est de 1500 personnes, et qui n'ont pas forcément un métier tout à fait similaire, des problématiques similaires. En fait, c'est une communauté sur le papier, mais je ne suis pas sûr que ça aille beaucoup plus loin que ça. Et d'après ce que j'ai compris, Malika et Karim s'adressent à une communauté plus réduite de 250 personnes qui vont avoir forcément des sujets qui vont intéresser les différents membres de la communauté. C'est la première chose que je retiens comme piste, c'est peut-être d'identifier parmi la communauté que j'ai de 1500 personnes, peut-être des communautés plus réduites avec des affinités professionnelles. La seconde chose, c'est effectivement l'approche personnalisée et la proactivité de Malika et son équipe pour organiser ces sessions. Moi, dans ma situation, c'est un peu différent parce que je ne suis pas en prise directe avec le client, mais je travaille avec l'école du management chez mon client qui est en charge de faire tout ce travail-là. Donc, il y a beaucoup de déperditions et comment dire ça, mais il n'y a pas forcément la proactivité que je souhaiterais et qui serait nécessaire pour que tout ça fonctionne.
J'ai bien aimé aussi ce qu'elle a dit, c'est peut-être qu'il faudrait le préciser parce que ça a son importance, c'est que c'est un exercice qui ne nécessite pas de préparation. Et donc, ça peut toujours faire peur quand on présente quelque chose comme ça que les gens ne connaissent pas, qui semble un peu nébuleux, et ils vont dire, oh là là, ça va encore faire du travail supplémentaire. Donc, ça fait aussi partie des pistes que je me note. Et par ailleurs, pour revenir un peu plus en amont dans nos échanges, dans ce que présentait Jérémy sur les communautés, il dit quelque chose qui est relativement, ce qui semble être du bon sens et qui semble être relativement naturel, c'est qu'il faut qu'il y ait des leaders qui soient impliqués. Et je prends aussi ça comme une piste, c'est-à-dire que un mail qui part à 1500 personnes n'est pas suffisant pour créer une dynamique, de la motivation, de l'intérêt chez les participants potentiels. Et donc peut-être qu'il faut trouver le moyen de trouver des leaders ou des sponsors, je ne sais pas, à voir, mais dans le processus pour réussir à faire venir les gens et à tester le co-développement. Donc si parmi vous, il y en a qui ont d'autres suggestions, qui sont passés par les mêmes difficultés et qui ont d'éventuelles propositions pour réussir à faire participer les gens, tout simplement. Parce que là, on est sur je vous le dis de manière très transparente, c'est un échec relatif, c'est-à-dire qu'on a du mal à faire venir les gens à des communautés, à des sessions de co-développement sur WeSuccess ou même sans WeSuccess, mais on a du mal à les faire venir et on a du mal à comprendre pourquoi. Et ça reste un mystère parce que moi, je suis persuadé de l'approche et de la démarche et de son efficacité. Oui, d'autant plus que les gens qui sortent d'une séance de co-développement, de WeSuccess, à chaque fois, ça y est, elles ont touché du doigt en fait les bénéfices, la méthode, la démarche, la logique et l'intelligence collective. Mais sauf que elles avaient déjà fait le pas qu'il fallait pour y arriver. Donc comment on fait toucher du doigt les autres personnes qui ne sont pas encore rentrées, donc c'était bien tout le sujet du jour, comment on les fait arriver jusque-là. Là, quand Malika dit c'est plus fort encore qu'animer la grande communauté, c'est quand même c'est pas rien quoi. Hein. C'est-à-dire ces petits comités qui se retrouvent là, qui forment des petits groupes et qui peuvent après rayonner. Ils se sont connus, il y a eu une intimité qui s'est créée. Bien sûr, après c'est reversé à la communauté. Ça produit quelque chose dans le tissage des liens. Mais il faut arriver jusque-là. Donc j'étais sensible à ce qui a été dit sur une communauté, c'est plusieurs communautés. Et ça c'est très très vrai. Et on peut pas décider, on peut pas décréter qu'il y a une communauté. Il faudrait arriver à faire émerger des communautés dans cette entreprise-là. Peut-être dans cette idée qui était assez féconde tout à l'heure je sais des choses que je pourrais partager plutôt que j'ai besoin d'apprendre telle et telle chose. Ouais. Et peut-être il y a une dynamique positive de l'ordre du partage et de l'entraide dans quels sont les sujets que vous aimeriez partager avec vos pairs et peut-être que là il va y avoir des petites communautés qui vont se créer mais c'est un travail d'amorçage. Ouais. Et Jérémy, pardon Karim, je crois que tu voulais intervenir. Je vais rebondir après. Oui, tout ce que je voulais dire, c'est vraiment le what's in it for me, pourquoi je vais participer à cette communauté en tant que consultant, pourquoi je vais dédier. Donc déjà, Arnaud, tu as tout à fait raison, il faut bien que les participants soient conscients qu'il n'y a pas de préparation en amont, il n'y a rien à faire, juste de se présenter, de dédier 1h30, 2 heures de son temps. Et c'est vrai que au début, ils disent pourquoi je prendrai ce temps-là, mais c'est vrai que le lien qui est créé durant ces échanges, je pense que les gens qui ont des choses à apporter, l'envie de partager, et c'est déjà quelque chose qui est assez satisfaisant, mais c'est surtout le fait que pendant ces sessions, tout le monde en repart avec des idées nouvelles, parce que c'est pas seulement le client qui en bénéficie. Moi, j'ai pu le constater, j'ai pu observer derrière l'épaule de Malika plusieurs sessions et tout le monde en repartait très satisfait d'avoir pu en retirer des idées qui pourront mettre en œuvre sur un sujet. Mais c'est vrai que avoir en lien un sujet qui soit commun, quelque chose, et c'est là où nous, dans une équipe centrale de Saint-Gobain, on a cet avantage, c'est que on a cette vision sur le groupe et sur qui a fait quoi et qui peut apporter quoi et qui peut en retirer quoi. Permet de créer cet intérêt partagé. Et pour répondre, je vois juste pendant que j'y suis, pendant la réponse à la question de Gwendaël, c'est nous qui faisons l'animation de la session en tant que membre de l'équipe centrale. C'est nous qui
qui mettons tout cela en route. À la croisée de ce que tu disais, Magali, et de ce qu'a raconté Malika, on a surtout la démarche d'aller chercher des clients. Dans la méthode, il y a clients, consultants. On va chercher les clients et des problématiques. Et là, ce que ça me fait penser, c'est qu'on pourrait aller chercher, non pas des clients, mais des consultants déjà. Valoriser l'apport des consultants. Et après, dire qu'il y a un panel de consultants là, qui est prêt à accueillir des problématiques, c'est un autre angle, c'est une autre approche. Enfin, on renverse le sujet, on est toujours la problématique first, mais en fait, peut-être pas, ou pas uniquement. Oui, ça fait partie des questions que je me pose moi sur l'amorçage du CODEV pour EdTech Lyon. C'est savoir si je pars des problématiques ou si je pars du groupe. Et en fait, c'est... je ne sais pas si c'est le fait d'être sur ces enjeux d'éducation et de formation depuis maintenant de nombreuses années, mais c'est compliqué de penser qu'on a une valeur personnelle qu'on peut partager avec les autres. Enfin, on grandit pas forcément tous. Alors, quand on est entrepreneur, évidemment, on a peut-être un peu plus, et c'est absolument indispensable, de confiance en soi et d'ego au sens positif du terme. Mais pour autant, c'est pas forcément valable quand on est face à des problématiques des autres. Et ça, c'est quelque chose qui est important, je pense, à construire en disant, oui, peut-être que tu connais pas le sujet, mais ta façon de voir le monde, ta façon de résoudre tes problèmes, ta façon de comprendre ton environnement, c'est déjà en soi une méthode, c'est déjà en soi une expertise qui est forcément différente de celle de celui qui porte la problématique. Et rien que ça va l'amener à se déplacer et à peut-être re-questionner, avec ce fameux re-questionnement qu'on peut suivre quand on est en phase de CODEV, voilà, c'est aussi nourri par du questionnement qui est différent d'une personne à l'autre. Après, je ne sais pas, parce que j'ai pas réussi, et Arnaud, ça ne répondra pas à ton problème, parce que moi, j'en suis pas encore, tu vois, j'ai pas encore plongé dans le grand bain, et que je sais pas par quel bout je prends le truc, si je prends le bout par la problématique ou par le groupe. La poule et l'œuf, hein. Ouais. Ouais, c'est pas la même poule, c'est pas le même œuf, mais effectivement, on en revient quand même à savoir par quel bout on amorce. mais c'est vrai, ce que je voulais dire, c'est que je connais les deux sujets. Avec Sébastien et Gwenda, on a travaillé au départ pour Saint-Gobain. Et donc, on a vu comment on a amené petit à petit les éléments, comment on a travaillé avec Malika, avec Christine, etc. Donc, il y avait un véritable besoin qui était criant, voire quasiment évident, puisque tous vos champions de la relation client sont dispersés à gauche, à droite. Et donc, rien que la distance crée ce lien qui est nécessaire. En revanche, pour ton client, Arnaud, les ayant formés aussi à l'approche WeSuccess plusieurs fois avec Thierry, avec Anne-Claire, etc., c'est plus une démarche imposée qui résulte d'un besoin, en fait. Et je pense que toute la difficulté, c'est de créer ce besoin-là, c'est pourquoi j'en ai besoin, et arriver à faire en sorte peut-être créer une autre vidéo en français sur pas autre chose, j'en sais rien, mais comment on les excite là-dessus, comment est-ce qu'on trouve quelqu'un peut-être chez ton client qui puisse porter cette intelligence collective, et aille être un véritable sponsor et nous aider là-dessus, quoi. Moi, dans les communautés, on me parle du ROTI. Il faut que le ROTI soit bon, c'est-à-dire le Return on Time Invested. Donc effectivement, être utile et que le temps soit bien utilisé, c'est un élément important. Mais faire émerger des thématiques, je pense que c'est jouable, hein, et des personnes qui sont porteurs de ces thématiques. Et c'est pour ça que moi je te suggère, Arnaud, une séance de CODEV là-dessus. Mais vraiment, parce que passons les 2 heures là-dessus à t'aider, avec des gens qui connaissent les deux, mais avec des gens de cette communauté qui connaissent absolument pas ni l'un ni l'autre. Mm-hmm. Non, mais tout à fait. Enfin, merci pour vos réponses. Non, mais je pense qu'effectivement, il y a déjà l'angle trouver des sous-communautés dans la communauté qui est une bonne piste et que je vais essayer de creuser. Ça mérite aussi, Arnaud, d'entendre Anne-Claire, qui jusque-là a été extrêmement attentive, mais qui n'a pas dit un mot. Et je pense à toi parce que je suis même pas sûr qu'avec Arnaud, on ait exprimé ce qui s'est tout à fait fait chez d'autres clients,
en termes d'approche, en fait, de qui on réunit et pourquoi. La posture aussi que tu avais pu prendre. Alors, je ne sais pas si je vais évoquer ce à quoi tu penses, mais ce qu'évoque Arnaud, c'est vrai que moi, j'anime généralement des séances comme Vincent dans le cadre de parcours où il y a une thématique dans le parcours et où on fait émerger des besoins individuels. Mais il y a aussi cette idée de l'accompagnement individuel qui parfois est une manière de faire émerger des choses où tu bloques en individuel et tu voudrais aller plus loin et du coup faire émerger un fil rouge que tu as envie d'aller poser avec un collectif sur des débriefs individuels ou des coachings individuels où finalement le coaching en individuel, il n'est pas suffisant et donc ça peut être une continuité. Et nous, c'est vrai qu'on a un programme où en fait, il y a un accompagnement individuel qui est mixé, qu'on anime avec Thierry, avec des séances où les managers viennent partager un sujet qui leur est propre avec un collectif d'autres managers qui ont des réalités complètement différentes, qui ont des positions complètement différentes et des périmètres différents. Mais finalement, on s'aperçoit que le fait de créer communauté avec les autres a un réel bénéfice et ils y trouvent plutôt un intérêt. Mais ce que je trouve hyper intéressant et que pour le coup, on aborde peut-être beaucoup moins, c'est l'idée de dire donnez-nous vos problématiques. Et c'est vrai que pour certains, c'est compliqué de poser une problématique. En revanche, donnez-nous votre centre d'intérêt sur lequel vous aimeriez partager avec d'autres. Peut-être que c'est une manière de les amener plus facilement sur les séances de Codev. Et puis, dernier point sur lequel je peux juste apporter un éclairage, c'est qu'avec Sébastien, on a aussi utilisé cette approche pour créer une communauté autour d'une problématique plus large d'entreprise, de préoccupations communes. Et on a réuni les personnes autour de cette problématique imposée. Et ça leur a fait toucher du doigt l'intérêt de se l'approprier, de la creuser, etc. Je ne sais pas, Sébastien, si c'était ce sur quoi tu voulais que j'agisse, mais du coup, il y a différents angles. Si soit on fait émerger une problématique dans un contexte thématique, parce qu'ils sont déjà réunis autour de ce sujet-là et qu'ils ont éprouvé le besoin, soit ce sont des besoins individuels et on va jusqu'à leur demander si ce besoin individuel, ils n'auraient pas envie de le poser avec des pairs. Et là, du coup, on crée vraiment une communauté autour de ces sujets-là. Et puis, le dernier point, c'est de dire il y a des sujets dont on sait qu'ils peuvent intéresser certaines populations et on les réunit autour de ces sujets-là. Et du coup, tu deviens le porteur de la problématique autour de laquelle le collectif se retrouve. Et du coup, il n'y a plus de clients et il n'y a plus cette angoisse d'être identifié comme ayant une problématique. Il y a aussi ça aussi chez certains nos clients, c'est même si on ne peut pas imaginer qu'on n'ait pas tous des problématiques dans notre quotidien, le fait de la formuler, on a le sentiment que ça nous met en défaut. Et donc, du coup, c'est à nous de trouver des thématiques qui les intéressent et de venir formuler la problématique et de la dépersonnaliser. Et là, on s'aperçoit qu'ils sont hyper riches dans les propositions et qu'en fait, ils s'emparent des propositions qui sont faites. C'est vrai que ce dernier cas de figure est très intéressant. Dans mes échanges avec des responsables marketing ou communication, responsables achat dans les entreprises, ils me disaient ce qui a beaucoup de valeur, c'est nous mettre en relation avec des personnes qui se posent les mêmes questions que nous dans d'autres entreprises et bénéficier d'un partage d'expériences trans-entreprises, ça nous ferait vraiment grandir à vitesse accélérée. Et il y a ça demande une expertise, une sensibilité, une intelligence collective, là aussi, rare. Ce cas de figure-là, il est très intéressant. Et pour le coup, la chose a déjà été tentée. On avait monté plusieurs fois des séances inter-entreprises, et pour des questions d'agenda ou des questions, je ne sais plus, de personnes qui se décommandaient au dernier moment, bon, c'est encore une histoire d'agenda en fait, ça ne s'est pas fait. Ça s'est pas fait alors qu'on sent bien la puissance qu'il peut y avoir derrière ça. Et en plus, c'était un besoin exprimé. Sauf que ça s'est pas concrétisé. Donc là aussi, il y aurait à creuser le pourquoi et quelles conditions il a pu manquer pour que ça ait vraiment lieu. Et sans doute que la valorisation justement des différents consultants, ça a une valeur, je te rejoins Jérémy, c'est une valeur d'avoir un panel de personnes
capés sur un sujet à disposition pour échanger et produire quelque chose. Et ça, peut-être qu'on n'a pas su assez le mettre en avant. Est-ce que Thierry, à qui je pourrais penser d'autres, est-ce qu'il y aurait quelques questions ou propositions derrière ces 2 questions, réunir les groupes et puis identifier les problématiques, ou alors en renversant, comme l'a dit Anne-Claire, abandonner l'idée de problématique, on la pose, même on la porte, et puis par contre on se préoccupe de réunir des personnes pour qu'elles s'emparent non seulement de la discussion, mais des fruits de l'échange. Je pense que ce qui me semble vraiment important, moi, c'est le rôle que les gens jouent et le fait qu'un groupe, je pense vraiment qu'il faut qu'il y ait une communauté d'intérêt forte, il faut qu'il y ait une capacité à vouloir donner du temps à l'autre. Et cet autre-là, quand c'est un inconnu, c'est compliqué. Et donc, ça nécessite effectivement de se dire, en fait, c'est un pair, c'est un PAIR. À partir du moment où dans un groupe, chacun à son tour est client, ça veut dire que chacun à son tour exprime une faiblesse, mais chacun à son tour exprime plus souvent ses forces que ses faiblesses, puisque en étant consultant, il participe plusieurs fois avec ce qu'il est et sa connaissance et son expertise à résoudre la problématique, alors qu'une fois sur 6, si c'est un groupe de 6, il va être simplement le client. Je ne sais pas si ce que je viens de dire est très clair. Si, c'est vrai qu'on valorise autant que possible déjà le fait que, comme disait Karim, chacun vient s'enrichir. Hein. C'est pas parce que je suis en posture de consultant que je vais seulement donner. Je viens avec une expertise, mais en fait, les autres experts à côté de moi vont me faire rendre compte que mon point de vue est quand même partiel, ma connaissance est partielle et que j'ai de toute façon des choses à récupérer dans ces séances. Et puis, bien sûr, le cadre, ça on peut revenir là-dessus, la confiance, la bienveillance, les ingrédients absolument clés pour s'engager là-dedans et se livrer. Alors après, le terme faiblesse, je dois dire que je ne l'avais pas identifié comme ça jusque-là, donc il me surprend presque. C'est-à-dire comme si avoir une problématique était une faiblesse. Je crois que c'est plutôt une force d'être en capacité d'exprimer une difficulté. Et ça, si jamais ça peut s'instiller dans les cultures d'entreprise, on fait des progrès aussi. Et c'était ça mon point, c'est que, évidemment, quand tu es justement dans une entreprise apprenante, tu atteins ce stade de maturité que tu décris là. C'est-à-dire que le fait de reconnaître que je ne sais pas faire telle chose, ou dans cette situation, je suis un peu désemparé, mais pas de problème. Je sais qu'avec le collectif, je vais dépasser ça et demain, je saurai mieux faire et d'ailleurs, je pourrai accompagner d'autres gens demain. Voilà, je suis dans une dynamique d'entreprise apprenante et j'ai passé ce cap culturel. Si tu es pas à ce stade-là, quelque part, mais ça nécessite. Au lieu de mettre sous le tapis un truc que tu ne savais pas bien faire, tu le mets sur alors pas la place publique, tu le mets dans un petit cercle. Enfin, il y a un petit saut à faire, et donc faut être en confiance aussi bien dans la culture d'entreprise que vis-à-vis des pairs. Voilà. Donc, contexte global aussi. Je vais évoquer sous l'angle de la faiblesse parce que je pense que c'est comme ça que ça peut être perçu par des gens qui sont pas en sécurité par rapport à ce que ça pourrait faire. Oui, et tu as peut-être exprimé là dans le chat et directement quelque chose qui se dit jamais, parce que même énoncer l'idée que ça serait une faiblesse se positionnerait dans cette faiblesse-là. Donc c'est presque inavouable. Ça nécessite, je pense, de déconstruire beaucoup de choses pour qu'une organisation puisse arriver à faire de la place aux difficultés et aux faiblesses, parce que c'est pas le contrat qui est passé au départ dans la vie sociale en général. À l'école, on valorise pas les échecs, on les pointe du doigt comme étant des points non atteints, alors que ça fait partie des processus d'apprentissage. Et dans une entreprise, quand on rentre, on a un contrat de travail avec des objectifs et donc des enjeux sur lesquels on est attendu et sur lesquels on ne peut pas dire qu'on a du mal. Donc c'est toute une déconstruction
qui doit être faite par le collectif. Mais c'est pas les mêmes enjeux et Franck a raison, c'est plus simple dans les groupements associatifs, les clusters, parce que c'est pas les mêmes choses qui se jouent et l'entraide et le contrat que l'on passe au départ. Enfin, affiché, mais... Et c'est peut-être plus facile aussi d'où vient la méthode Nord-Amérique, culturellement, bon, on peut peut-être plus partager ces choses-là. Alors qu'en France, notamment, encore des tabous. Comme je regarde la pendule, je vois qu'il est bientôt l'heure de nous séparer et on voulait vous proposer pour sortir de faire une petite conclusion d'éclusion en fait où vous puissiez partager. Alors c'est plus une phrase qui qualifie ce que c'est que l'intelligence collective, mais peut-être une phrase qui résume ce qui vous a marqué là dans la séance. Je dis la séance comme si on était en codev, c'est rigolo. Dans le moment, dans le créneau. Qu'est-ce qui vous a marqué, avec quoi vous allez ressortir, et qu'est-ce que vous pouvez reverser quelque part aux autres personnes du groupe, comme une petite pierre que vous avez notée. Jérémy, tu es en tête. Juste, comme ce qui a été dit, grandir ensemble en partageant ses forces et ses faiblesses. Moi, j'ai marqué deux choses. J'ai mis les petits groupes plus forts que la grande communauté. Alors évidemment, ça peut se discuter, mais je trouve l'idée très forte et que tu rejoignais, Jérémy, en disant une communauté, en fait, c'est un amas de petits groupes. Donc, comment soigner chacun de ces petits groupes? Et ça nous fait une belle communauté. Et puis l'autre, qui était renverser l'approche, aller chercher et valoriser des consultants plutôt que d'aller chercher des problématiques et des clients. Je vais retenir cet enjeu de confiance nécessaire pour avoir envie de s'ouvrir. Je te rejoins en fait sur le fait de valoriser les consultants. Et j'ai beaucoup aimé l'approche aussi de Saint-Gobain, d'aller chercher dans la communauté les consultants finalement qui sauront peut-être le plus aider la problématique. Eh bien, je suis très content. J'ai eu une réponse à ma question de tout à l'heure qui était comment inciter les gens à apprendre. En fait, c'est pas du tout la push où on les pousse vers apprendre, c'est pull où on dit venez partager, vous savez déjà des choses, partagez-les avec les autres et à la pratique ils le découvriront. Et en fait, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Mais je me disais, on peut faire mieux, on peut faire plus. Et je me trompais probablement. Merci. Ouais, des fois, de se rendre compte que c'est ce qu'on est en train de faire permet encore de l'amplifier ou de mieux le valoriser aussi. Donc, tant mieux. Arnaud, du coup. Et ben moi, je repars avec ce que je suis venu chercher. Et ça rejoint ce que tu disais, Sébastien. Notamment cibler de vraies communautés ou des communautés plus réduites, valoriser le rôle du consultant et je pense que mettre en avant des témoignages peut être aussi assez impactant. Et je n'ai pas pu m'empêcher de caser le mot méta. Mieux exercer l'intelligence collective. Et en tout cas, ça met en évidence que malgré les, on va dire, les vertus de la méthode, en fait, ça ne suffit pas. C'est un peu haché, je ne sais pas si c'est pareil pour vous autres. Oui, c'est bien haché, ouais. Ouais, mais on a entendu les mots-clés, Franck, quand même. On a entendu méta, on a entendu culture, et on a entendu que là, comme on est sur Google Meet, la qualité de l'image et du son est moins bonne que sur WeSuccess. On l'a entendu aussi. Et je pense qu'il faisait du cognitif, c'est-à-dire qu'il coupe un mot sur deux pour qu'on cherche. C'est fort. Très, très fort. C'est plus l'écriture bizarre, c'est le son. Alors moi, j'ai bien aimé ce qu'a dit Magali. Ça me plaît vraiment, les trois valeurs, là, l'engagement, grandir ensemble, et Tech for Good, mais ne serait-ce que les deux premiers, pour moi, sont très forts. Et pour moi, il y a cette notion on y va, on avance, et on ne fait pas une fois, on continue, quoi. Donc ça c'est super. Et je rejoins, c'est pour moi que j'ai découvert là, c'est en fait l'idée de dire d'aller chercher les autres ou d'aller chercher les consultants, enfin bon, de se mobiliser pour, et pas en fait être là et d'attendre qu'on vienne te solliciter pour faire un coup de WeSuccess. Mais au contraire, pour animer la communauté ou une des communautés dont parlait Jérémy, il faut y aller, quoi. Il faut être chacun son propre leader pour peut-être ne serait-ce que déclencher cette communauté. Oh, c'est joli, ça reboucle. Ouais, c'est pas mal. Cette séance, je vais reprendre le terme, c'était vraiment plein d'apprentissage pour moi. Mais ce qui m'a vraiment bouleversée, c'est comme Daniel l'a dit, c'est vraiment cette idée de venez partager. Et ce que je me suis noté, c'est la culture de l'entraide qu'il faut travailler
l'entraide et le partage pour développer cette idée de l'entreprise apprenante, d'intelligence collective. Et c'est des choses que je note, mais j'ai noté plein d'autres idées. Et merci beaucoup. Oui, moi c'est vraiment cette idée de valoriser les consultants. On a des défis qui sont globaux, on est tous dans le même bateau. Et chaque consultant qu'on peut aller chercher va avoir des solutions différentes, à emprunter un chemin différent ou une réflexion différente via leur culture, leur expérience. Donc, aller chercher tout ça, valoriser, partager, et puis les problématiques viendront d'elles-mêmes. D'autant plus que chez vous, vous pouvez valoriser les consultants à venir, c'est-à-dire pour les attirer, mais vous pouvez aussi valoriser ceux qui sont déjà passés. Faire valoir dans le réseau que certaines personnes ont déjà contribué, ont déjà apporté des choses, parce qu'il était question de reverser une partie des relevés de séance à la communauté, parce que bonne pratique, etc. C'était un angle possible, mais peut-être c'est même pas la matière première qui en sort, mais le fait qu'il y ait eu des gens qui ont participé, je réalise aussi. Oui, exactement, tout à fait. Merci Karim. Et puis Adriana, on finit je crois sur le sujet de la culture d'entreprise notamment. Ben, moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est toute cette discussion sur, oui, on connaît les bénéfices, il y en a, ils sont clairs, mais en même temps, c'est très difficile de commencer et que ça commence à fonctionner parce que les valeurs du co-développement ou des approches collaboratives sont un peu à l'envers de ce qu'il y a dans certaines organisations ou dans certains contextes. Dans certains contextes, donc pour moi, ce que je retiens, c'est que le plus difficile, c'est de commencer. Parce qu'après, quand la confiance se crée et que les gens voient l'intérêt, ben, c'est plus facile de continuer. Mais je crois que c'est un peu ça ce que je retiens et que je ne suis pas la seule personne qui a ce genre de difficultés. Merci Adriana. Que ça arrive aux autres aussi, que les autres aussi sont en train de se demander comment faire et comment mieux faire pour que ça marche mieux et plus facilement. C'était tout à fait l'objet, la question du jour. Je vous remercie beaucoup. Nous vous remercions beaucoup. Nous étions plusieurs, dont Jérémy a préparé ce rendez-vous, Anne-Claire. On vous dit au prochain rendez-vous, si vous êtes disponible, qui se tient le 12 juillet. Et cette fois-ci, si ce n'est la question, le sujet sera autour de la problématique source d'apprentissage et d'action. Comment la choisir, comment la... On va peut-être revoir le programme d'ailleurs, parce que finalement on s'est dit c'est plutôt le sujet, la problématique, que des participants. Donc à voir si on la maintient ou si on adopte encore une autre réflexion. Merci beaucoup. Merci à tous. À bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. Bye.